Bonjour à tous, cette vidéo va vous permettre de vous entraîner pour le bac en travaillant les méthodes et stratégies de résolution. Vous pouvez télécharger l'exercice dans la description. Il s'agit d'un des exercices du sujet de données en 2021 en métropole. Il doit être fait en environ 50 minutes. Mettez-vous en situation d'examen, le plus au calme possible, des feuilles de brouillon, calculatrice, etc. Et essayez de le terminer en 50 minutes en rédigeant comme pour l'examen. Si vous dépassez, ce n'est pas grave, mais cela vous donne un repère sur un point à améliorer. Le gain de temps passera par la connaissance parfaite du cours et des formules, et l'entraînement. Mettez en pause, puis relancez pour la correction. Pour résoudre ce problème, on cible d'abord le thème. Ici, il est indiqué dans les mots-clés, mais c'est plutôt en lisant entièrement le sujet que vous devez le trouver. À partir de là, je vous conseille d'écrire sur votre brouillon ce qui est essentiel à retenir dans cette partie. D'où l'intérêt de faire des fiches de révision simples, mais complètes. Commençons par la diffraction. Déjà, il faut avoir compris le concept. Une onde, lorsqu'elle passe par une ouverture suffisamment fine, ou lorsqu'elle rencontre un obstacle suffisamment fin, voit sa propagation modifiée. La longueur d'onde, la fréquence donc, ne change pas, mais on va avoir un étalement dans l'espace à la sortie de l'ouverture. Et donc, sur un écran, on verra un point lumineux se transformer en tache. La taille de l'ouverture ou de l'obstacle doit être inférieure ou égale à la longueur d'onde lambda pour une onde sonore et inférieure ou égale à 100 fois la longueur d'onde pour une onde électromagnétique. On traduit le phénomène de diffraction par ce schéma qu'il faut savoir refaire. Ici, inutile de le refaire puisqu'il est déjà sur le sujet. L'angle θ traduit l'étalement de la tâche. Plus la diffraction est forte, plus cet angle sera grand et la tâche grande. D'autres tâches de diffraction existent également, mais on s'intéresse à la tâche centrale uniquement. Ensuite, il faut savoir que θ vaut lambda sur A dans le cas d'une fente ou d'un obstacle rectiligne et 1,22 lambda sur A dans le cas d'une ouverture circulaire ou d'un obstacle circulaire. Il faut savoir aussi que ce même θ est égal à grand L sur 2D, L étant la largeur de la tâche centrale et D la distance entre l'ouverture et l'écran. On vous demandera parfois de le démontrer. Pour cela, on a juste besoin de savoir que pour un angle très faible exprimé en radians, tangente θ est à peu près égale à θ. On applique ensuite la formule de trigonométrie classique, tangente θ, donc θ, vaut le côté opposé, ici L sur 2, divisé par le côté adjacent, ici D. Et donc θ vaut L sur 2 divisé par D, ce que l'on peut écrire L sur 2D. Ces deux relations vont nous permettre de lier lambda A à L et D, puisque du coup L sur 2D est égal à lambda sur A dans le cas d'une fente, ou 1,22 lambda sur A dans le cas d'un trou. Suivant les problèmes, on vous demandera de transformer cela pour déterminer telle ou telle valeur. On est désormais prêt à résoudre le premier exercice. Dans la première question, on nous demande d'indiquer le nom du phénomène. Quand il n'y a qu'une ouverture ou qu'un obstacle, c'est de la diffraction. Pour l'influence des paramètres, il faut avoir compris que plus la fente est fine par rapport à la longueur d'onde, plus le phénomène sera marqué. Pour une longueur d'onde donnée, il faut donc réduire la largeur A de la fente. Et pour une largeur A donnée, il faut augmenter la longueur d'onde, lambda, pour que l'écart augmente entre cette longueur d'onde et A. On peut retrouver cela, même s'il ne fallait pas s'en servir ici, dans la relation lambda sur A égale θ. θ, donc la diffraction, augmente quand lambda augmente ou quand A diminue. Pour la question 2, on vous demande de retrouver ce que l'on a vu en écrivant le cours. Vous êtes guidé par le tangente θ, voisin de θ, pour de petits angles. Si vous savez déjà faire, cette question est très rapide. Tangente θ vaut à peu près θ et vaut L sur 2 divisé par D, soit L sur 2D. On vous demande ensuite d'exprimer lambda en fonction de L, A et D. On retrouve ce que l'on a vu en introduction. θ vaut à la fois lambda sur A et grand L sur 2D. On a donc lambda sur A qui est égal à L sur 2D. On fait passer A de l'autre côté,
divisé à gauche devient multiplié à droite, et on a lambda égale L fois A sur 2D. Dans la question 3, on mesure l'intensité lumineuse relative. La tâche centrale est la zone la plus lumineuse, et on peut donc la repérer sur l'axe des abscisses. Elle va de 9,0 mm à 18 mm, et a donc une largeur grand L de 18,0 moins 9,0, soit 9,0 mm. On connaît donc A, 80 micromètres, D, 56 cm, et maintenant L, 9,0 mm. On peut donc calculer lambda. Il faut bien penser à convertir en mètres. A vaut du coup 80 fois 10 exposant moins 6 mètres. D vaut 56 fois 10 exposant moins 2 mètres. Et L vaut 9,0 fois 10 exposant moins 3 mètres. On écrit la formule précédente, on calcule, et on arrive à 6,4 fois 10 exposant moins 7, soit environ 640 nanomètres. La longueur d'onde indiquée par le fabricant est 650 plus ou moins 10 nanomètres, soit une valeur comprise entre 640 et 660 nanomètres. La valeur trouvée est bien dans l'intervalle et est donc compatible avec celle du constructeur. Le deuxième exercice est un exercice sur les interférences. Revoyons là aussi ce qu'il faut connaître et que je vous conseille là encore d'écrire au départ de l'exercice avant de le démarrer. D'abord, le principe. Quand une onde arrive sur deux ouvertures, chaque ouverture va diffracter la lumière et se comporter comme une source. En un point de l'écran, deux ondes vont donc être reçues. Ces ondes vont se superposer et l'intensité va au final varier de l'annulation complète à la somme des intensités maximales. Une condition indispensable est que les ondes aient la même fréquence, donc la même longueur d'onde. C'est le cas dans cet exemple avec une seule source qui envoie la lumière sur les deux ouvertures. On dit que les sources S1 et S2 sont cohérentes. Le résultat de la superposition va dépendre de la différence de chemin parcouru par les deux ondes pour arriver en un point de l'écran. On appelle cela la différence de marche et on la note delta. Il faut savoir au final refaire ce schéma. On a une source que l'on met à la même distance des deux ouvertures. On s'intéresse à la propagation de deux rayons lumineux qui arrivent en un point de l'écran. Ils partent en phase des ouvertures puisqu'ils ont parcouru la même distance depuis la source. Ensuite par contre, ils ne parcourent plus la même distance. La différence de marche se trouve en reportant la longueur parcourue la plus petite sur l'autre, au compas, règle, ou par une approximation qui permettra d'utiliser des formules de trigonométrie en traçant la perpendiculaire comme ceci. Le fait qu'il y ait une différence de marche fait qu'un décalage va se faire entre les deux ondes. Si delta correspond à une longueur d'onde, à ce moment-là, les ondes sont toujours en phase en arrivant sur l'écran. On va avoir deux ondes en un point de l'écran dont l'intensité va varier comme ceci au cours du temps. Les intensités vont donc s'ajouter et on aura une zone très lumineuse. Si delta correspond à 2 fois la longueur d'onde, 3 fois, etc., c'est pareil. Et donc on a des interférences constructives quand delta vaut k fois lambda, k étant un entier. Si au contraire on a un décalage de lambda sur 2, à ce moment-là, on a cela et on voit que les ondes s'annulent. On aura alors une zone noire. Si delta vaut lambda sur 2 plus 1 ou 2 ou 3 longueurs d'onde, on aura toujours ce décalage et donc les interférences destructives auront lieu pour delta égale k lambda plus lambda sur 2. Cette expression peut être modifiée en écrivant en parenthèse 2k plus 1 multiplié par lambda sur 2 ou en écrivant k plus 1 divisé par 2 entre parenthèses multiplié par lambda. Mathématiquement, c'est la même chose. Si delta ne correspond à aucune de ces situations, on aura des zones ni au maximum de luminosité, ni noires. On va donc avoir une succession de zones lumineuses et de zones noires sur l'écran. L'écart entre deux maximums est appelé interfrange. Il faut savoir, pour finir, que I vaut lambda D sur B. D étant la distance entre l'écran et le plan des ouvertures, B l'écart entre le centre des ouvertures. Une fois tout ceci recalé, on peut passer à l'exercice.
L'énoncé peut être perturbant dans le sens où on a une figure d'interférence qui se reproduit suivant deux axes. Il suffit de se concentrer sur un pour retrouver ce qui a été vu en cours. Le premier exercice est qualitatif. Il faut juste expliquer que du fait de la diffraction par chaque maille, qui se comporte donc chacune comme une source de lumière, on a des ondes qui se superposent sur l'écran. Si ces ondes sont en phase, on a des interférences constructives et donc des zones brillantes. Si elles sont en opposition de phase, on a des interférences destructives et donc des zones sombres. La deuxième question consiste en une détermination de l'interfrange. L'erreur commise lors de la mesure est d'environ une demi-graduation, c'est-à-dire 0,5 mm pour chaque graduation lue, soit 1 mm sur la mesure totale. Plus la longueur est grande, plus le pourcentage d'erreur est donc faible. Ici, on va donc mesurer sur un nombre maximum de taches lumineuses, 5, ce qui nous donne 4 interfranges. En mesurant, on trouve que 4i vaut environ 6 cm et donc i vaut environ 1,5 cm. L'incertitude U de i vaut U de 4i divisé par 4, soit 0,25 mm que l'on arrondit au-dessus à 0,3 mm pour ne garder qu'un chiffre. Pour la troisième question, on se sert de la formule donnée que l'on transforme. I est égal à lambda d sur b, devient b fois i égale lambda d, puis b égale lambda d divisé par i. On a i égale 1,5 fois 10 exposant moins 2 mètres, lambda égale 650 fois 10 exposant moins 9 mètres, et d égale 7,75 mètres. On a donc ce calcul et on obtient 3,4 fois 10 exposant moins 4 mètres. Pour évaluer l'incertitude, on applique la formule donnée après l'avoir transformée, en faisant passer b à droite. On sait que d est égal à 7,75 plus ou moins 0,03 mètres. Lambda vaut 650 plus ou moins 10 nanomètres. I vaut 1,50 plus ou moins 0,03 cm. On a donc ce calcul et l'on trouve 8,6 fois 10 exposant moins 6 mètres que l'on arrondit à un chiffre et toujours à l'excès, ce qui fait 1 fois 10 exposant moins 5 mètres, soit 0,1 fois 10 exposant moins 4 mètres. B vaut donc 3,4 plus ou moins 0,1 fois 10 exposant moins 4 mètres. Pour la dernière question, on doit vérifier que le trou est plus petit que les artémies. On connaît la largeur du fil, 230 fois 10 exposant moins 6 mètres, et donc B. Si l'on observe la figure 5, on voit que B correspond à un fil plus deux moitiés de trou, soit un fil et un trou. Il faut faire attention à l'incertitude concernant B. B vaut 3,4 plus ou moins 0,1 fois 10 exposant moins 4 mètres, et donc est compris entre 3,3 et 3,5 fois 10 exposant moins 4 mètres. On calcule avec la taille maximale des trous. C'est la situation où les artémies ont le plus de chances de passer. B égale F plus T, donc T est égal à B moins F, égale 3,5 fois 10 exposant moins 4, moins 230 fois 10 exposant moins 6, ce qui fait 1,2 fois 10 exposant moins 4 mètres. La taille des artémies à sélectionner étant de plus de 150 micromètres, soit 1,5 fois 10 exposant moins 4 mètres, celles-ci sont bien plus grandes que les trous et ne pourront pas passer à travers le tamis. Voilà, ce sujet est entièrement corrigé. Il est assez classique avec beaucoup de formules données, mais vous voyez que si vous avez l'habitude de les utiliser ou de les retrouver, vous pouvez vite gagner du temps. Pensez donc encore une fois à des fiches claires avec toutes les infos nécessaires et à bien les revoir. L'idéal pour bien mémoriser est de ne pas les revoir à intervalles de temps réguliers, mais en augmentant les temps entre deux révisions. Tu peux regarder la vidéo suggérée qui t'explique pourquoi. Pour finir, un petit QCM. Cela te permet aussi de mieux mémoriser. Mets en pause à chaque question, trouve la réponse, puis relance pour la correction. Parfois, plusieurs réponses sont possibles. Les 4 réponses sont justes. Il y aura 10 fractions par chaque trou obstacle, avec en plus, bien sûr, des interférences. Seules les réponses 2
et 4 sont justes. Pour avoir des interférences, il faut avoir plusieurs ondes qui se superposent, ce qui nécessite au moins 2 ouvertures ou obstacles. C'est faux. C'est vrai pour les ondes sonores, mais pas pour les ondes électromagnétiques, qui peuvent avoir lieu jusqu'à une ouverture de 100 fois la longueur d'onde. C'est vrai pour L divisé par 2D, mais pas pour lambda sur A, qui n'est pas vrai dans le cas d'une ouverture circulaire. Dans ce cas, θ vaut 1,22 fois lambda sur A. C'est effectivement vrai. C'est la première réponse qui est juste. C'est vrai. C'est vrai également. La première correspond à des interférences constructives et la deuxième destructives. La proposition est fausse. On a des interférences qu'avec des ondes de longueur d'onde identiques.